Dans une rencontre de partenariat entre l'Afrique et l'Europe par visioconférence, le président de la République insiste sur l'annulation totale et sans délai de la dette africaine. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi qui propose de supprimer la limite de service et de porter la limite d'âge d'admission à la retraite à 63 ans. Le ministre de la Défense nationale préside la sortie de la deuxième promotion du Collège de défense du G5 Sahel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a participé aujourd'hui par visioconférence à un panel de haut niveau à l'initiative de Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, pour appuyer la mise en place d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Bokar Bailaba nous en dit plus. De haut niveau auquel ont pris part plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que d'éminentes autres personnalités africaines et européennes, a pour objet de débattre des conditions de création d'un nouveau partenariat dénommé Africa Med Europa. À cette occasion, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a prononcé un important discours en sa qualité de président en exercice du G5 Sahel. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président Juncker, de nous avoir conviés aujourd'hui à cette heureuse initiative. Vous êtes fidèles à votre engagement constant pour le partenariat Afrique-Europe. Nos deux continents, l'Afrique et l'Europe, sont liés par la géographie et l'histoire. Par notre position sur la planète, nous sommes au centre du monde. Ce privilège de la géographie est aussi une éminente responsabilité. La relation Afrique-Europe est dense, multiforme et profonde. Elle reste pourtant en deçà de notre ambition d'en faire le partenariat de référence d'un multilatéralisme réinventé. En plus de nos sommets, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de nos multiples outils de coopération, de nos différents mécanismes d'échange, nous avons besoin d'un levier supplémentaire pour booster notre relation. La Fondation Afrique-Méditerranée-Europe, dont nous appuyons la mise en place, illustre parfaitement notre grand dessein commun. Elle sera le complément indispensable de nos démarches institutionnelles traditionnelles. Excellences, Mesdames, Messieurs, en tant que président en exercice du G5 Sahel, je voudrais souligner ici l'ampleur des défis auxquels est confrontée notre sous-région et que nous avons décidé à travers notre jeune organisation de relever collectivement et solidairement. Ces défis se rapportent à la sécurité pour faire face au terrorisme et au narcotrafic, au développement pour donner à nos populations les bases d'une vie digne, à la lutte contre la migration clandestine pour arrêter ce drame où se noient nos jeunes et avec eux les forces d'avenir de nos sociétés. Comme vous le voyez, ces défis ne sont pas exclusivement nôtres. Il faut se rendre à l'évidence. Il se joue au Sahel, une partie substantielle de la paix et de la sécurité mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, en plus de ces problèmes récurrents de développement, l'Afrique a pris de plein fouet la crise économique née de la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie, avec ses effets dévastateurs sur nos sociétés et nos économies, révèle au grand jour la fragilité de nos systèmes et montre à quel point nous ne pouvons nous soustraire à notre devoir de solidarité. Elle nous rappelle que l'interdépendance est une donnée incontournable du monde d'aujourd'hui. Ainsi, les États africains, et notamment ceux du G5 Sahel, qui sont déjà confrontés à des problèmes de sécurité aigus et dont les économies sont structurellement peu productives, peu diversifiées et fortement marquées par l'informalité,
ont été durement affectés par les retombées de la pandémie. Cette situation a engendré un accroissement conséquent du taux de pauvreté et une accentuation de la précarité, particulièrement au niveau des franges les plus vulnérables de nos populations. À cet égard, nous saluons les appuis de nos partenaires et le moratoire sur la dette, mais ces mesures restent insuffisantes par rapport à l'ampleur de la crise. La seule solution pour relancer nos économies et faire face aux nombreux défis, notamment les défis sécuritaires et l'annulation totale et sans délai de la dette de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'initiative de ce forum vient à point nommé pour construire les relations de nos deux ensembles sur des bases qui transcendent les liens formels existants entre nos deux organisations continentales, renforce les liens entre nos peuples et instaure une culture de paix et de sécurité. Cet instrument novateur sera une opportunité pour adresser les principales problématiques qui nous interpellent, comme l'expansion de l'extrémisme violent, les transformations socio-économiques, digitales et technologiques, ainsi que les défis climatiques et environnementaux. Nous espérons toutefois que ce nouveau cadre ne sera pas un instrument de plus, mais qu'il servira de véritable levier de coopération entre nos deux ensembles pour aboutir à des résultats concrets qui transforment positivement nos sociétés et créent une dynamique de complémentarité et d'entraide entre nos peuples. Je vous remercie. Pour rappel, l'Union européenne est aujourd'hui le premier investisseur étranger en Afrique, son principal partenaire commercial et son premier partenaire dans le domaine du développement et de l'aide humanitaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Yad Alifal. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 16 juillet 2020 sous la présidence de M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi portant organisation des zones de défense sensibles. Le projet de loi se propose de créer et d'organiser des zones de défense sensibles afin d'en assurer la mise en place de ces dispositifs intervient notamment pour circonscrire et endiguer les risques d'amalgame nés de la prolifération des orpailleurs dans les zones singulièrement inhabitées à peu habitées qui constituent des lieux de transit pour les terroristes, les trafiquants de drogue et les bandes du crime organisé. Projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93-009 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le présent projet de loi vise à abroger et à remplacer les dispositions de l'article 72 et l'alinéa 2 de l'article 120 de la loi 93-009 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État relatif à l'âge et aux conditions de départ à la retraite. Ainsi, il propose de supprimer la limite de service et de porter la limite d'âge d'admission à la retraite à 63 ans. Il importe de noter que ces mesures seront accompagnées par la mise en place d'un système d'encadrement des jeunes déjà en service pour mieux préparer la relève et que l'État veillera au maintien de la politique de recrutement et à son renforcement. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant nomination des membres représentants de l'État au Conseil d'administration de la Société mauritanienne de commercialisation de poissons, SMCP. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Au cours du point de presse hebdomadaire, 2 membres du gouvernement sont revenus sur les travaux du Conseil. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, et du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, M. Salem Mohamed Kamara.
Le porte-parole du gouvernement a d'abord rappelé que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, de décrets et de communication, parmi lesquels le projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93-009 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Prenant la parole à son tour, le ministre de la fonction publique dira qu'après étude, la Mauritanie a engagé une procédure de réforme visant à modifier les deux conditions majeures de départ à la retraite. La première, qui est le cumul de 35 ans de service, est supprimée. La seconde condition, qui elle a été revisée, concerne la prorogation de 3 ans de l'âge limite de départ à la retraite. Après donc promulgation, il sera fixé à 63 ans. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Et nous avons entendu dans le communiqué final du Conseil des ministres l'adoption du projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93-009 du 18 janvier 1993 portant donc statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, qui propose de supprimer la limite de service et de porter la limite d'âge d'admission à la retraite à 63 ans. Pour plus de précisions sur ce sujet, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Salem Mohamed Kamara. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit donc tout de suite, d'ailleurs je ne fais que vous reprendre, car dans votre intervention au cours du point de presse que nous venons de voir, vous avez évoqué cette question de retraite reculée à 60 ans et la suppression des 35 ans de service. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix? Merci madame. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il a été pris aujourd'hui un projet de loi modifiant certaines dispositions de cette loi. La première raison de cette modification est une raison d'ordre de respect d'un engagement. Le président de la République s'est engagé pendant sa campagne électorale de réformer le régime des retraites. Donc aujourd'hui, il a été proposé le premier segment, condition de départ à la retraite. Donc ça, c'est une première condition. Donc la première raison, c'est celle-ci, c'est le respect des engagements du chef de l'État. Il faut la mise en pratique, la mise en application d'un engagement solennel. La deuxième raison, comme vous l'avez si bien dit dans votre journal, c'est que nous avons deux conditions de départ à la retraite. La première condition, c'est l'âge de 60 ans. Arrivé à 60 ans, de force, vous êtes parti à la retraite. Et la deuxième condition, c'est celle de 35 ans de service. Ces deux raisons, nous avons trouvé essentiel qu'il faille les modifier. Quand nous faisons un apport ou une recherche de droit comparé par rapport à nos régions ou par rapport à l'entour de la Mauritanie, aucun pays ne propose aujourd'hui de 35 ans de service. Donc, par rapport à ces 35 ans de service, nous avons jugé nécessaire qu'il faille le supprimer. Et pour une autre raison essentielle, c'est que 35 ans de service, c'est un départ qui crée un problème à la Mauritanie parce que les gens partaient avec une expérience, une capitalisation qui intéressait l'administration. Je prends juste un exemple. Ceux qui partaient à 35 ans de service avaient en moyenne à 98% l'âge de 54 ans, 53 ans. Donc il y avait 6 ans d'écart. Or, on avait besoin de ces gens-là qui avaient une expérience assez essentielle pour la bonne marche et le bon fonctionnement de notre administration. Ça, c'était un point essentiel qui était essentiel. Forme aujourd'hui 35 ans n'existait nullement ailleurs. Donc il fallait supprimer pour capitaliser l'expérience. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le ministre. Cette décision ne va-t-elle pas avoir une incidence sur le chômage des jeunes, en ce sens qu'elle empêche les anciens de céder leur place, donc de céder des emplois et freiner ainsi le renouvellement de la classe des fonctionnaires? Voilà, c'est une bonne question aussi. Cette question aussi revient toujours à expliquer que ça n'a aucun impact négatif sur la jeunesse. Comme je l'ai dit aussi tantôt, le président de la République a pris ses engagements, son engagement solennel, c'est par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette retraite, c'est qu'il faudrait savoir qu'il y a un programme national de stage tant en milieu public qu'en milieu privé.
Donc, par rapport aux jeunes, donc il y a une formation. Les stages seront mis à la disposition des jeunes en matière dans la fonction publique comme dans le privé. C'est un accompagnement qui va être fait. Les jeunes ne seront pas laissés à la traîne, ils ne seront pas totalement abandonnés. Et le point essentiel que je voudrais aussi dire, que cette décision de proroger aussi la retraite, de supprimer les 35 ans, n'a pas une incidence sur le phénomène ou la politique de recrutement que la fonction publique connaît. Ça, je peux vous rassurer qu'il y a un programme solennel, un programme qui est fait aujourd'hui en compagnie du ministère de l'Emploi sur la stagiarisation pour créer des stages aux emplois, aux jeunes par rapport au public, par rapport au privé. Et qu'allez-vous dire, Monsieur le ministre, à ceux qui exercent des métiers pénibles? Bon, ce qui explique des métiers pénibles, je peux vous dire, bien sûr, on n'est pas aussi dans les pays développés où beaucoup se disent, ceux qui utilisent des emplois pénibles voudraient partir plus tôt. Les emplois pénibles, il ne faut pas aussi les parler comme ça. C'est-à-dire que les emplois pénibles restent pratiquement dans le service privé, dans le secteur privé, liés au code du travail. Ça aussi, pour vous dire, il y aura, si vous voulez, une discussion qui va être entamée. Les autorités prendront le temps nécessaire de l'étudier par rapport au secteur privé. Y a-t-il départ ou pas départ? Y a-t-il changement ou pas changement? Tout ça, c'est une étude qui est en cours. Et je peux vous rassurer que tous les engagements du chef de l'État sur la réforme des instruments juridiques qui entourent aujourd'hui l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et des fonctionnaires est en cours et un chantier qui est en cours. Mais ne pensez-vous pas quand même que dans notre pays, on est trop vieux à 63 ans? Je ne vous entends pas mal. Si vous reprenez la question. Vous n'avez pas entendu? Je vous dis que, est-ce que vous ne pensez pas que dans notre pays, on est trop vieux quand même à 63 ans? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas assez vieux à 63 ans. Il faudrait qu'on prenne le monde en marche. Aujourd'hui, il y a l'espérance de vie. Les années 50, les années 60. Aujourd'hui, en 2020, il y a l'espérance de vie. Et je crois que 63 ans, c'est une moyenne dans la région. Et si vous faites l'étude comparée, je vous donne le Maroc, c'est 63 ans, le Mali, c'est 65 ans, la Tunisie, c'est 62 ans. La moyenne aujourd'hui, la Mauritanie y est. Je crois qu'avec l'espérance de vie et le développement que nous connaissons dans toutes les structures mauritaniennes, nous sommes dans la bonne marche. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Monsieur Saloum Mohamed Kamara, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, 26 officiers venant des pays du G5 Sahel viennent d'achever leur cursus de formation au collège de guerre du G5 Sahel. Ce groupe d'officiers qui forment la deuxième promotion vont réintégrer leurs forces armées respectives, un but des techniques et méthodes de guerre les plus modernes à même de garantir la sécurité et l'intégrité des pays du Sahel. La cérémonie de sortie de cette promotion a été présidée par le ministre de la Défense nationale en présence du commandant du collège de défense et des officiers supérieurs de l'armée nationale. Mamadou Gueye revient sur les temps forts de cette cérémonie. Ils sont 26 officiers issus de tous les corps d'armée, terre, air, mer, gendarmerie et garde, à avoir achevé leur cursus de formation de 10 mois au Collège de défense du G5 Sahel. Ils ont reçu le diplôme des mains du ministre de la Défense nationale, président en exercice du Conseil des ministres de défense du G5 Sahel, qui a donc présidé au nom du président de la République la cérémonie de sortie de cette promotion. Au terme d'une formation intense dans les différents domaines de défense, durant l'année scolaire 2019-l'an 2020, ces officiers deviennent des élites de nos forces armées, destinés à occuper de hautes fonctions et d'offrir des cadres à la force conjointe du G5 Sahel. Il s'agit de doter nos forces armées de ressources humaines de qualité, ayant une vision, une méthodologie et des procédures communes afin de tisser un réseau de relations denses sur le terrain et de parvenir à une opérabilité de nos forces engagées contre le terrorisme. Une occasion pour le ministre de la Défense de rappeler que la mise en place de ce collège illustre la volonté politique des dirigeants de G5 Sahel de se doter d'un mécanisme d'enseignement supérieur régional afin de combler le déficit constaté en ressources humaines et de renforcement de l'esprit d'entente. M. Hanana Oulsidi,
a dit que ce collège constitue un cadre adéquat pour le travail conjoint entre les armées de la région grâce à la formation d'une génération d'officiers supérieurs armés d'une vision prospective des différents et problèmes de sécurité et suffisamment qualifiés pour la prise de décisions politiques et stratégiques dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il a enfin remercié tous les partenaires, pays et organisations pour le soutien au G5 Sahel en général et le Collège de défense en particulier. Auparavant, le général Brahim Val Oul-Sheibadi, directeur du Collège de défense, a dit que l'institution représente une solution idéale pour la satisfaction des besoins des forces armées du Sahel. Monsieur le ministre, le Collège de défense du G5 Sahel que vous honorez de votre présence est la concrétisation de la volonté politique des hautes autorités des pays du G5 Sahel de conjuguer leurs efforts pour assurer une formation commune à leurs élites militaires. Il traduit un principe fondateur du G5 Sahel, à savoir l'appropriation par les Sahéliens des problèmes sahéliens. Première école de guerre transnationale dans le monde, le Collège de défense du G5 Sahel se veut une réponse originale qui vise à la fois à pourvoir aux besoins des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel en officiers brevetés selon les réalités et les besoins des pays du G5 Sahel, contribuer à uniformiser les doctrines et méthodes et servir de cadre d'étude et de réflexion sur les grandes problématiques sécuritaires et de développement de notre sous-région. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a exprimé la volonté de l'Union européenne d'accompagner le G5 Sahel. L'Union européenne et ses États membres portent un intérêt particulier pour la réussite de cette institution. À part les contributions en termes de financement et d'équipement, des échanges réguliers ont lieu entre nos services afin de soutenir le Collège dans ses ambitions de devenir une référence dans son domaine. Il est un des instruments pour une coopération régionale efficace dans le domaine de la sécurité et de la défense. Et pour citer le père fondateur de l'intégration européenne, Jean Monnet, « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions. » Et ce sont les institutions comme ce collège de défense qui forment les hommes pour rendre la coopération régionale une réalité. Les représentants des instructeurs et le porte-parole de la promotion ont tour à tour apprécié l'esprit coopératif et l'assiduité manifestée par les membres de la promotion tout au long de l'année scolaire qui vient de s'achever. Enfin, le ministre de la Défense, accompagné des membres de la délégation, ont procédé à la plantation d'arbres dans le jardin fruitier du Collège de défense. Tout un symbole dans l'espace sahélien confronté à la sécheresse et à la désertification. Ensuite, ils ont signé le livre d'or du Collège. Cap à présent sur Ayoun, la capitale du Hod al-Gharbi, où s'est clôturé hier l'atelier de réflexion sur les réformes des écoles normales d'instituteurs. 5 jours durant, le devenir du temple de la formation des enseignants du fondamental a été au cœur des débats. Abdul Adamaba. Au cours de cette journée de clôture de cet atelier de réflexion qui a duré 5 jours, les participants ont diagnostiqué la situation des écoles normales des instituteurs et ont présenté les réformes à apporter à ce titre afin de relever le niveau du système éducatif, afin de jeter les bases d'une école républicaine. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Idumou Oul Abdi Oul Ziyid, a précisé que la réforme du secteur de l'éducation est une priorité pour le gouvernement. L'organisation de ces rencontres qui a vu la participation des directeurs des écoles normales des instituteurs, des directeurs régionaux et inspecteurs en est une illustration. Le Wali du Hod al-Gharbi a mis en avant l'importance de cet atelier au profit du système éducatif. Les inspecteurs de l'enseignement du fondamental ont saisi cette opportunité pour exprimer leur satisfaction pour ces rencontres. Ils espèrent que le système éducatif sera renforcé au sortir de ces rencontres. Les réformes, indiquent-ils, concernent les différents secteurs de l'éducation, que ce soit l'administration, la formation, entre autres. Je vous laisse à présent suivre le point de presse du directeur général de la santé publique, Dr Sidi Ould Zaha, qui nous livre le dernier bilan de la situation épidémiologique.
Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 95 nouveaux cas, tous des cas contacts, ainsi que par la guérison de 163 malades. On déplore un décès d'une dame de 80 ans qui était hospitalisée depuis 3 jours au centre hospitalier national. Yarhamuhallah. Le nombre total de cas donc, a atteint 5659, dont 5344 de contacts, 147 communautaires, 168 importés. Le nombre de guérisons a lui atteint 2993 et 150 décès ont eu lieu suite à cette maladie. Les cas actifs sont aujourd'hui au nombre de 2516, dont 2200 sans signe, 309 avec des signes simples et 7 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests effectués a atteint 53 952, dont 913 effectués au cours des dernières 24 heures, 283 tests suivis et 630 de diagnostics répartis ainsi qu'il suit entre les régions, 66 au Hod Sharqi, 8 au Hod Larbi, 6 à Nasaba, 13 au Gorgol, 20 au Brakna, 58 au Trezor, 24 à Nadrar, 40 à Nouadhibou, 5 au Tagan, 4 à Tirzamur, 3 à Ninchiri, 295 à Nouakchott-Ouest, 231 au nord et 140 au sud. Le nombre de cas, les nouveaux cas, se répartissent ainsi qu'il suit: 4 de Nema, 2 d'Ayoun, 1 de Timpan, 1 de Guru, 1 de Kayedi, 1 de Mbout, 1 de Ouadnaga, 7 cas d'Atar, 2 de Nouadhibou, 4 de Dixar, 6 de Sebkha, 6 de Tevraghzena, 8 de Darnaïm, 7 de Tayaret, 11 de Toujounine, 17 d'Arafat, 8 de Lumina et 8 de Riyad. Parlons à présent du temps, de la pluie. Il y en a eu, heureusement, ces dernières 24 heures. Plusieurs localités du pays ont été arrosées. De la pluie à la mer, où les pêcheurs artisanaux ont repris leurs activités aujourd'hui à Nouadhibou. Cette reprise intervient après un arrêt de plus d'1 mois, arrêt qui devait permettre la reconstitution des ressources halieutiques. Malika Narli. C'est la reprise de la pêche artisanale après le repos biologique en cette période de pandémie. Dans la baie du Repos, connue pour être le port de la pêche artisanale au niveau de la ville de Nouadhibou, des milliers de pirogues artisanales s'apprêtent à reprendre leurs activités après un repos biologique de 45 jours. Cet arrêt a pour but de permettre la reconstitution des ressources halieutiques. La pêche artisanale emploie environ 40 000 personnes. Elle offre de multiples opportunités d'emploi après ce premier repos biologique de juin-juillet de cette année. Ce pêcheur indique qu'avec cette reprise, les gens viennent de toute la Mauritanie, de Nouadhibou, mais également de Nema, d'Atar. 70% de la main-d'œuvre trouve un emploi. Cet hôte déclare: nous pouvons avoir 4 à 5 sacs car les bateaux constituent une entrave car ils se trouvent dans la zone où nous pêchons. Quant à ce jeune, il souligne que cette reprise de la pêche offre des opportunités d'emploi intéressantes.
Elle s'opère après cette pandémie du corona et de fait, beaucoup de choses ne sont plus disponibles au marché. C'est ainsi que les bidons qui se vendaient à 6 000 sont maintenant à 12 000. Les GPS, il n'y en a pas, mais grâce à Dieu, cela va mieux. Cette reprise de la pêche artisanale s'opère 15 jours avant la pêche industrielle, ce qui devrait avoir des retombées positives sur les conditions des pêcheurs artisanaux. Pour le président de la Fédération de la pêche artisanale, M. Slama Oulwahana, cette initiative va permettre aux pêcheurs artisanaux de pêcher en toute tranquillité, des quantités importantes, mais encore faut-il que les prix suivent. Sinon, cela n'aura pas servi à grand-chose. Il faut donc que les prix fixés soient de bons prix. La reprise des activités de la pêche artisanale coïncide avec une campagne de nettoyage et de désinfection dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du coronavirus. Et ce, avec l'appui notamment de la Fédération de la pêche pour les distributeurs et producteurs au niveau local. Son président indique que cette campagne de nettoyage et de désinfection qui entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie, auquel fait face le monde entier, sera suivie par d'autres campagnes similaires. Cette campagne de 15 jours vise à nettoyer et désinfecter le port artisanal. Nous effectuerons, dit-il, des opérations de sensibilisation auprès des pêcheurs. La pêche artisanale offre plus de 40 000 emplois, en plus de l'apport économique non négligeable. Restons au bord de la mer, au Banc d'Arguin. Les rideaux sont tombés sur le symposium scientifique international qui a vu la participation par visioconférence d'un grand parterre de scientifiques et de chercheurs. La rencontre a été sanctionnée par des recommandations relatives au climat, à la biodiversité et au développement durable. Ce symposium scientifique de 3 jours a porté sur la biodiversité, la conservation, le développement durable, la migration des oiseaux, la connectivité et le changement climatique. Un symposium marqué par la présentation de plus de 40 exposés par visioconférence de chercheurs du Portugal, des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume-Uni et du Sénégal, ainsi que des chercheurs nationaux d'institutions de recherche pédagogique et scientifique. Je parle précisément des herbiers marins, où le Banc d'Arguin constitue le premier site mondial de la superficie des herbiers marins, environ 1000 km² des herbiers marins qui se trouvent au niveau du Banc d'Arguin. Et les valeurs écosystémiques de ces herbiers marins sont tellement importantes et énormes parce que ces herbiers marins, si on prend la composante stockage du carbone, on voit que les herbiers marins du Banc d'Arguin stockent environ 83 000 tonnes par an, par kilomètre carré. Je travaille actuellement sur les menaces qui peuvent peser sur l'écosystème du Banc d'Arguin. Donc nous avons initié un travail qui essaie de voir un peu l'impact des activités qui se passent à Chami. Est-ce que ça impacte l'écosystème du Banc d'Arguin? Mais surtout, c'est mettre en avant le partenariat scientifique, c'est-à-dire mettre nos connaissances scientifiques au profit de la conservation pour assurer une bonne préservation de la biodiversité marine pour l'écosystème du Banc d'Arguin. En tant que bailleur de fonds pour la biodiversité, on a besoin de ce type d'événements pour être au courant de l'avancée des travaux scientifiques, pour comprendre comment est-ce que les zones dans lesquelles on va investir, quelle est la pertinence des projets dans lesquels on va investir. C'est ça qui est très important. Et la connaissance scientifique est la base de ça. En définitive, ce symposium servira la stratégie scientifique décennale 2020-2030 du Parc national du Banc d'Arguin, qui constitue, faut-il le rappeler, un écosystème riche en biodiversité et unique au monde. Ici à Nouakchott, la Muqata'a de Toujénine a vu le début d'une opération de désenclavement de certains quartiers populaires. L'opération de construction de routes touche les quartiers de Tarhil et Bouhdida. Amina Taka nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les résidents des périphéries de Tarhil 20, Bouhdida et Dubaï. En effet, ces derniers bénéficieront très prochainement d'infrastructures routières qui vont désenclaver leur quartier. Supervisant le lancement des travaux, le maire de la commune de Toujénine, Dr Mohamed Lamine Oul Chouaib, a d'emblée indiqué que la réalisation de ces infrastructures figure parmi les volets de la feuille de route de la commune pour l'année 2020. Il poursuit en indiquant que le désenclavement de ces routes va améliorer les conditions de vie des populations. Dans la foulée, le maire a indiqué qu'il se trouve au lot 20 de la Muqata'a de Tarhil qui reliera ce quartier à Dubaï. Les habitants que nous avons rencontrés ont à l'unanimité exprimé leur satisfaction et ont indiqué que la réalisation des routes va
améliorer leurs conditions de vie. La feuille de route de la commune de Toujinine pour l'année 2020 est axée sur 3 volets. Le premier est le désenclavement des périphéries, le second la réhabilitation des écoles et des centres de santé et le troisième est axé sur les aides sociales. L'hivernage s'est installé au Houd al-Sharqi. Plusieurs localités ont connu des quantités de pluie très importantes. Même si les habitants expriment leur satisfaction, ces pluies ont engendré des perturbations. Abdullah Damaba. La wilaya du Houd al-Sharqi a été arrosée, particulièrement les localités et regroupements situés sur l'axe Bassignou-Nema. Cette verdure reflète ainsi l'installation de l'hivernage au niveau de cette zone. Ce au grand bonheur des habitants de cette wilaya. C'est le cas de ce dernier qui rend grâce à Dieu pour cette eau de pluie. Il a plu, dit-il, abondamment. Il affirme qu'il est actuellement avec son troupeau en partance vers Mbeykel-Lahwache pour le pâturage. Ces résidentes affirment que quand il pleut, elles partent se réfugier sous la tente ou dans la maison pour se mettre à l'abri des eaux de pluie. Ces pluies diluviennes sont certes bien accueillies par les habitants, mais il arrive qu'elles occasionnent des désagréments perturbant ainsi les mouvements des habitants de cette zone, ce qui rend la traversée des populations un peu plus difficile. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Dans une rencontre de partenariat entre l'Afrique et l'Europe par visioconférence, le président de la République insiste sur l'annulation totale et sans délai de la dette africaine. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi qui propose de supprimer la limite de service et de porter la limite d'âge d'admission à la retraite à 63 ans. Le ministre de la Défense nationale préside la sortie de la 2e promotion du Collège de défense du G5 Sahel. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.